Bonjour, je suis Laurent Berger, je vais commenter les archives de l'INA. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général de la CFDT. C'est pas une surprise, avec vous, nous allons nous pencher sur le travail. Le travail d'hier, le travail d'aujourd'hui, le travail de demain aussi. Et on commence avec les 30 Glorieuses. Écoutez comment des enfants imaginaient le futur du travail à l'époque. L'émission s'appelle Le Monde de demain. Elle passait sur la RTF en 1962. Comment est-ce que ça va marcher la vie? T'auras un patron ou il n'y aura pas de patron ou quoi? Il n'y a pas de patron. Pas de patron? Ce sera toi le patron ou bien? Non, quand même pas. Il y aura des patrons et puis des ouvriers, ça c'est obligé. Comme toujours. Oh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans? Oh, je serai un pauvre ouvrier comme maintenant. Pourquoi un pauvre ouvrier? Parce que on pourra pas avoir pour apprendre tout ça. Est-ce qu'il y a des patrons pour toi dans 2000? Oh non, j'aime pas les patrons. J'aime mieux que tout le monde soit égaux, quoi. C'est-à-dire que il y aura plus de patrons et moins d'ouvriers, étant donné que tout se fera automatiquement. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir? Je veux être mécanicien. Secrétaire de direction. Conducteur de train. Sténodactylo. Dessinateur industriel. Marin. Moi, je voudrais être architecte. Hôtesse de l'air. Moi j'aimerais être caméraman. Historien. Menuisier. Menuisier, comment ce sera ton métier de menuisier en l'an 2000? Ça sera toutes les machines qui font tout. Alors, qu'est-ce que tu feras si les marteaux marchent tout seuls? Je regarderai les machines, je les réglerai. On demanderait aujourd'hui à des enfants ou à des jeunes de dire quel métier dans 40 ans, parce que c'était 40 ans, ils seraient sans doute beaucoup plus en mal de le faire. Parce que les évolutions sont tellement fortes au niveau technologique, on a aussi de nouvelles arrivées avec pas simplement la robotisation comme on voit, mais l'intelligence artificielle, que ça va bouleverser y compris les métiers. Et on sait tous que la grande majorité des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Et justement, comment l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du travail? De la même manière que c'était le cas pour la robotisation a été aussi un bienfait pour un nombre de travailleurs. Moi, mon père, il était soudeur. Quand vous avez des robots, des machines qui peuvent faire des travaux qui étaient des travaux difficiles et qu'ils font avec moins de pénibilité pour les travailleurs et travailleuses, c'est pas une mauvaise chose. Et on sait tous que ça fait bouger les métiers plus que ça en supprime. Ça en supprime dans certaines activités, mais ça en rajoute pour d'autres. Ce qu'il faut travailler, c'est l'intelligence artificielle éthique, responsable. Comment on va faire en sorte que ça ne méprise pas le travailleur, comme on a essayé de le faire dans l'action syndicale avec la robotisation, par exemple, mais que son rôle soit un rôle d'aide à la réalisation d'une tâche, d'un bien, d'un service, mais pas de déshumaniser. Les enfants qu'on vient d'entendre n'avaient pas tout prévu. Ils n'avaient pas prévu ces petits jobs précaires avec des patrons lointains et invisibles. Écoutez comment Nabil décrivait son métier de coursier face aux caméras d'envoyé spécial en 1995. C'est un boulot de merde. Mais de nos jours, un boulot comme le mien, j'ai que 22 ans, je gagne 8000 balles, j'en trouverai aucun. J'en trouverai aucun, c'est sûr et certain. Bon, en roulant, on réfléchit beaucoup. Comme je suis tout seul toute la journée, j'arrête pas de réfléchir et de penser à tout et à rien. Et des fois, je me disais, en fin de compte, les putes, elles sont comme nous, quoi. Elles sont sur le trottoir, elles sont toute la journée en train d'attendre des clients, comme nous. On a toute la journée dans Paris avec le bip et on attend que ça sonne pour qu'il y ait une course. Et plus elles font de clients, plus elles font d'oseille. On a affaire aujourd'hui à des travailleurs dont on dit qu'ils sont, entre guillemets, indépendants, qui sont fortement dépendants économiquement et qui sont les nouveaux précaires, les nouveaux soutiers de notre société. Alors, avec une responsabilité très forte des plateformes et de la capacité à les réguler et à réguler cette relation de travail en termes de rémunération, de conditions de travail, etc. C'est vrai pour les livreurs. Et puis une responsabilité de la société. Vous savez, moi, je suis frappé de deux choses. C'est quand, en pleine inondation, comme on l'a vu, on est capable de demander à un livreur de vous emmener à manger ou de vous emmener votre plaquette de beurre, ou quand vous êtes derrière un camion de quelqu'un qui livre, vous faites du vélo à Paris ou ailleurs, ou vous êtes en automobile et vous klaxonnez comme un malade, ou vous râlez, vous n'êtes pas dans cette espèce d'empathie nécessaire à ces travailleurs-là. Moi qui vis à Paris, voir ces jeunes femmes et hommes, souvent des hommes d'ailleurs, au pied de leur vélo à attendre la commande et toujours être dans une forme de pression mais aussi de mépris, c'est insupportable. Un autre problème que ces enfants des 30 Glorieuses n'ont pas vu venir, le chômage. Le chômage qui va faire des ravages dans toutes les générations.
Le témoignage familial qui vient a été diffusé sur l'ORTF en 1973. Jacques, est-ce que tu as du travail en ce moment? Non, je pas de travail. Tu as déjà travaillé? Ouais, Comme quoi? manutentionnaire. Puis là, je travaille plus. Parce que j'avais juste un contrat de 2 mois à faire. Partout où on va, ils me disent on va nous écrire, puis ils nous écrivent pas. Comme j'étais à Grigny 2, j'ai rempli une feuille. Ils me disent que c'était complet, puis après ils en demandent. On va voir, ils disent que c'est encore complet. Mais je me suis laissé dire, monsieur, moi, à Corbeil la semaine dernière. Et je suis le père de Jacques. J'aurai 40 ans au mois de juin, que j'étais trop vieux. Alors, monsieur, il faudrait savoir, si à 40 ans nous sommes trop vieux, et à peine 17 ans au mois de mai, mon fils est trop jeune. Cette période-là, c'est un peu la mienne. C'est-à-dire que le poids du chômage de masse a fait qu'on a baissé de vigilance sur la question du travail. On pourra y revenir. Mais pourquoi on est mauvais? Tout simplement parce que il y a un phénomène de vision de productivité du rapport à ce qu'est le travail. Le travail, c'est pas simplement une donnée économique, c'est pas simplement une force productive. Le travail, c'est aussi de la compétence acquise, etc. Et il y a une part des entreprises qui, notamment du fait du chômage de masse, se sont dit on va jouer simplement sur les phénomènes de productivité. Et voilà, présupposant qu'un jeune n'était pas assez expérimenté et qu'un vieux était trop cher ou trop usé. Et moins productif. Il y a cette réalité-là. La deuxième, c'est qu'on a un rapport au travail qui est biaisé notamment sur la fin de carrière. C'est-à-dire que ce sentiment que la seule aspiration, ce serait de partir, c'est pas une réalité. Qu'on puisse pas se former après 50 ans ou 55 ans, ce qui n'est pas une réalité non plus, etc. Donc on est mauvais là-dessus. Et sur l'emploi des jeunes, on est mauvais parce qu'on n'a pas... et on n'est pas mauvais pour tous les jeunes, en vrai. On est mauvais pour les jeunes plutôt peu ou pas qualifiés, tout simplement parce qu'on n'a pas construit les processus d'intégration dans le monde du travail qui vont bien. Et moi, j'ai été conseiller en insertion professionnelle. Je peux témoigner que toute personne qui est employable, il n'y a personne qui est inemployable. Il y a tout un tas d'expériences aujourd'hui qui le montrent, comme Territoire Zéro Chômeur, etc. Je suis sûr que ce jeune, il irait aujourd'hui... à Grigny 2, je sais pas, j'imagine que c'est un centre commercial ou une plateforme de ce type, sans doute que ce serait un peu moins compliqué. Ça ne veut pas dire que ce serait moins précaire. Et pour les seniors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de culture, de rapport de la société à ces seniors? Oui, évidemment. Alors là, c'était 40 ans pour le père de Jacques. Aujourd'hui, à partir de 45 ans, on est senior, ce qui est quand même un truc de dingue. Et en même temps, on allonge les carrières. Je crois que c'est quand même lié à la productivité, aux supposés coûts, au fait qu'on est moins agile pour évoluer professionnellement. Et il y a une espèce de... il y a une schizophrénie patronale qui est, en gros, il faut travailler plus longtemps tout le monde, mais dès qu'on peut avoir l'occasion de sortir des seniors, on le fait. Et je crois que là, il faut pointer la responsabilité objectivement des employeurs. Alors le chômage en France a aussi été la conséquence des délocalisations successives et des plans sociaux. Une des solutions invoquées a été de demander aux salariés de changer d'emploi et de territoire, d'être toujours plus mobiles. Écoutez un ouvrier témoigner en 1972. Peut-on s'attacher à l'enfer? Pour ces hommes, leur peine, leur sueur, leur effort se confondent avec leur vie. Comme le lierre, l'homme s'enracine partout. J'aime mon métier, parce que je pense que mon métier, c'est un métier noble. Faire de l'acier, c'est beau. Pour celui qui connaît, on n'est pas des aventuristes, nous, Lorrains. On est attachés. Pourquoi? Parce que rien que les 2 dernières guerres mondiales, on s'est battu pour la Lorraine. Puis tout d'un coup, il faudrait partir. Pourquoi? Au nom d'une économie, au nom de gens, des techniciens, des technocrates qui décident, comme ça, au bout de 10 ans, dire bon là, il faut partir maintenant. D'abord, vous voyez, le commentaire du journaliste, c'est des hommes, c'est l'enfer, et le travailleur derrière, il dit je suis fier de mon métier. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais considérer le travail des autres à la place d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas difficile. Moi, j'en connais, je suis allé dans la sidérurgie. C'est évidemment des conditions de travail difficiles. Mais la fierté ouvrière, c'est quelque chose de fondamental. La fierté des ouvriers, vous l'avez bien connue, vous, avec votre père, qui était soudeur sur les chantiers de l'Atlantique.
Ouais, moi je suis encore très attaché à ça, très attaché à la fierté des ouvriers. Vous savez, je considère que c'est aussi la fierté du travailleur d'aujourd'hui qui est pas forcément ouvrier au sens où on l'entendait. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que l'enquête qu'on avait menée en 2017, elle montre que les travailleurs et travailleuses, ils sont fiers de leur métier la plupart du temps. Ce qu'ils disent, c'est qu'on veut le faire dans de bonnes conditions. Et moi, oui, j'ai été élevé dans cette culture-là. J'allais chercher mon père à la sortie du bus qu'il ramenait les chantiers au bout de la rue et il nous racontait sa journée où il nous racontait la nature parce qu'il adorait la nature. Et il était fier. Il était fier et il était ouvrier, soudeur, enfin d'abord manutentionnaire, puis soudeur. Et c'était pas un ouvrier qualifié. Mais c'était quand on voyait le paquebot sortir ou le méthanier sortir, on était fiers parce qu'il y avait participé. Donc sur la question de la mobilité géographique, de changement de métier déjà c'est compliqué, même si ça c'est aussi un phénomène générationnel. Moi je suis d'une génération où quand j'ai commencé par le chômage, on disait de toute façon il faut que vous vous habituez à pas faire comme vos pères qui travaillaient toute leur vie dans la même entreprise, faudra bouger. Mais là, la mobilité géographique, ça ne marche pas pour les ouvriers. Il faut comprendre ça, on est attaché. Qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à son travail? C'est évidemment là où on vit, qui nous permet de s'émanciper, de gagner sa vie. Et puis, ce qui fait la vie des uns et des autres, c'est de la solidarité de quartier. Lorsqu'il y a un problème, de pouvoir se confier les enfants. Quand vous avez votre pavillon qui ne vaut plus rien parce que tout se casse la figure à côté, si on vous dit qu'il faut vendre votre pavillon et aller dans une zone plus dynamique, d'abord, vous perdez toute cette solidarité territoriale, tout votre ancrage, toute votre histoire, etc. Et deuxièmement, vous avez une difficulté à le faire, y compris économiquement, qui est énorme. Donc, ça n'a pas été suffisamment pensé. Et c'est vrai que c'est vécu, et c'est vécu comme étant une approche technocratique, ce que c'est pas forcément. Enfin, mais en tout cas, c'est déconnecté d'une certaine réalité. Alors, la violence dans le monde du travail, elle a toujours existé, et puis elle a aussi été la conséquence des délocalisations, des plans sociaux, du chômage. Mais cette violence, elle a pris des formes différentes au fil des années. On va regarder un exemple très représentatif. Rappelez-vous, Air France en 2015. Des images qui provoquent un malaise. Elles illustrent la violence des turbulences qui secouent Air France. Cet homme, c'est le directeur des ressources humaines. Pris à partie par des salariés, il quitte les lieux, se fait pousser, arracher sa chemise. Il finira par escalader la grille pour fuir la foule en colère. Tous ces dirigeants étaient en comité central d'entreprise quelques minutes plus tôt, quand un groupe de manifestants fait irruption dans la réunion. Ils sont échaudés par les annonces de la direction. Elle vient de confirmer ce qu'ils craignaient. Monsieur Gaget a dit qu'il allait y avoir 2900 suppressions d'emplois. Le comité central est interrompu. Tous quittent le bâtiment sur ce parvis. La situation dégénère. C'est la première fois que la compagnie officialise de possibles licenciements secs. Là, c'est très grave, ce style d'image. Ça ne fait pas du bien au syndicalisme. Il y a le droit d'envahir une salle de réunion, etc. Il n'y a pas le droit de s'en prendre à des individus. Il n'y a pas le droit. C'est pas dans cette situation-là. Ils n'étaient pas menaçants. Ils n'ont pas menacé les gens qui leur ont arraché la chemise. Quant à « on est chez nous », moi je me méfie beaucoup de ces paroles-là. On les entend ailleurs et elles me choquent aussi. Le monde du travail, c'est quoi? C'est des conflits d'intérêts, des conflits de logique entre l'employeur et les salariés. Ça se règle évidemment par de la confrontation. C'est pas l'endroit où il y a le moins de dialogue social et il y a le moins Air France et où il y a moins de capacité dans les instances à se faire entendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation à mener, de grève, etc. C'est pareil que dans la société, si on n'arrive pas par la voie de la confrontation des intérêts divergents à faire sortir des compromis, on va vers des actions comme ça. Et là, peut-être qu'il y avait une responsabilité, sûrement qu'il y avait une responsabilité de la direction d'Air France, de la façon dont ils menaient cette activité-là, ce plan social à l'époque, et je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, mais ça ne justifie pas ça. On a souvent entendu pendant les manifestations des Gilets jaunes que les Gilets jaunes ne souhaitaient pas se tourner vers les syndicats parce qu'ils ne se sentaient pas représentés, ils considéraient que ça ne servait à rien. Comment vous avez vécu cette période ? D'abord, la crise des Gilets jaunes, c'est une crise qui est une crise d'invisibilité. Le phénomène de, quand on est aide-soignant, de ne pas pouvoir, ou aide-soignante, de ne pas pouvoir vivre dignement de son travail, c'est une réalité. Quand on est livreur de sentiments ou routier, le sentiment de ne pas être respecté parce qu'on n'est pas payé à juste niveau de ce qu'on fait, c'est une réalité. Ça, cette crise des Gilets jaunes, elle a fini comment? Excusez-moi de vous le dire, mais en jus de boudin.
Qui a pu dire on a obtenu ça? Personne, parce que c'est jamais évidemment assez. Ce que c'est faire une organisation syndicale en disant on a au moins cranté les choses. Et puis, est-ce que ça a apaisé démocratiquement le pays? Non. Ça n'a pas apaisé. Quelle est la force du contrat dans une société ou dans une entreprise quand vous signez un accord? C'est que vous engagez les parties. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus cette culture du compromis et du contrat dans notre société. Alors on va évoquer maintenant un autre problème mondial cette fois, qui perdure dans le monde du travail. En 1968, déjà, l'émission Les femmes aussi se penchait sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Quand avez-vous passé votre CAP? En l'année 66. Un CAP de quoi? Mécanique générale. Et vous, Michel, votre CAP? En 1966, CAP de sténodactylo. Où travaillez-vous, Henri? Aux établissements La Roche-Joubert à Saint-Michel. Et vous, Michel? Établissement La Roche-Joubert à Saint-Michel. Combien vous gagnez par mois, Henri? 66 000 francs par mois. Et vous, Michel, combien vous gagnez? 55 000. Ça n'a pas bougé. C'est parce qu'on fait vivre un scandale, parce que même dans les entreprises où les fonctions sont les mêmes, trop souvent, on a des salaires qui sont plus faibles pour les femmes. Il y a les lois. La loi, elle interdit ça. Il y a des accords, il y a des index pour mesurer les inégalités. Ça ne bouge pas assez vite. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions pour les entreprises. C'est comme ça qu'on arrivera à ce qu'il y ait des plans de retour à un équilibre qui n'a jamais existé, d'ailleurs, entre les femmes et les hommes. Et là, on a une faillite collective. Ça ne veut pas dire que chacun essaye pas de faire sa part de boulot, mais ça ne bouge pas suffisamment. Et ça ne bouge pas aussi parce que, y compris dans la répartition des métiers, on a encore une vision très genrée. Quand vous regardez la part des jeunes filles dans les métiers de l'innovation, etc., elle est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de représentation sociale et que c'est plutôt des métiers masculins, ce qui est totalement idiot. Ma mère était une militante féministe convaincue toute sa vie, pas que sur le terrain du travail d'ailleurs. J'en ai encore parlé récemment avec elle, ça continue de la rendre extrêmement en colère. Hommes ou femmes, certains métiers n'attirent plus les Français. Écoutez ce patron d'une entreprise de BTP en 1971. La main-d'œuvre étrangère, en grossissant le nombre des travailleurs, est donc un facteur de production et de croissance. Et bien souvent, elle pallie une absence de candidature pour certains emplois des Français. En fait, nous sommes obligés d'employer des étrangers car on s'aperçoit que la main-d'œuvre française s'adapte mal à notre travail. Et il faut reconnaître que si cette main-d'œuvre étrangère n'était pas en France, on se demande comment on fait nos travaux. C'est peut-être un problème de formation professionnelle, c'est peut-être un problème de salaire. Toujours est-il qu'en ce qui nous concerne, en tous les cas sur ce chantier, les étrangers ont le même salaire que les Français à qualification égale. C'est un témoignage qui aurait pu être enregistré aujourd'hui. Ouais, on serait dans le bâtiment et TP aussi, on serait dans l'hôtellerie, restauration, si c'était enregistré aujourd'hui. Bah, d'abord, ça montre qu'on a besoin des travailleurs étrangers et que du coup, il faut, lorsqu'ils travaillent, pouvoir les régulariser. Et les considérer de la même manière que n'importe quel travailleur. Mais oui, il y a des métiers, pour des questions de pénibilité, qui sont plus désertés. Alors, dans le bâtiment, il y a eu beaucoup d'efforts. Là, il y a eu beaucoup de changements dans les TP et le bâtiment depuis cette période, notamment du fait de l'action syndicale, notamment sur les conditions de travail, sur les rémunérations aussi. Mais il y a d'autres secteurs où, notamment je pense au secteur agricole ou au secteur de la restauration, où les conditions à la fois salariales, les conditions de travail et plus largement les conditions d'exercice des métiers font que, bien sûr, on a une difficulté de recrutement. Et qui dit difficulté de recrutement dit parfois, pour les employeurs, il faut bien faire tourner la machine et que c'est souvent des travailleurs issus de l'immigration ou des travailleurs étrangers. Et c'est là où il faut qu'on arrête ces débats à la con, excusez-moi de le dire comme ça, de la période où on considérerait que c'est un problème. C'est sans doute une partie de la solution à une seule condition, c'est qu'on les régularise. Un autre aspect du travail qui ne date pas d'hier et qui revient particulièrement au centre des préoccupations aujourd'hui, le bien-être. Regardez ce reportage qui passait sur l'ORTF en 1974. 8 heures de travail d'affilée, ou en 2 fois, à l'usine comme au bureau, assis ou debout, peuvent fatiguer certaines parties du corps et par contre-coup, ankyloser le reste.
Une décontraction est alors nécessaire. Certaines usines de notre région ont résolu le problème, et ce, grâce à une gymnastique particulière appelée gymnastique de pause. Cette gymnastique a pour effet de couper le travail, de délasser pendant quelques minutes ouvrières et employés qui n'ont que quelques mètres à faire pour suivre le cours en tenue de travail, d'où pas de perte de temps. Le travail, c'est un facteur d'émancipation, c'est un facteur de réalisation, de reconnaissance, puis c'est aussi d'abord une forme d'impact sur sa situation physique ou sa situation psychique. Et l'idée, c'est pas de dire il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur le physique, c'est qu'il ne faut pas que ça le dégrade. Qui est le meilleur expert du travail? Les travailleurs. Qui est le meilleur de la tâche, de la façon dont on peut réaliser la tâche en étant le moins agressif possible à l'écart de son corps ou de son esprit? Les travailleurs. Et partout, on a développé du dialogue professionnel, c'est-à-dire cette capacité des salariés à dire ben voilà, on pourrait faire bouger mon boulot de telle ou telle manière. Eh bien, partout, on a amélioré la qualité de vie au travail et le sentiment de reconnaissance. En fait, vous êtes en train de dire qu'un baby-foot, ça sert à rien si le salarié n'est pas écouté, s'il n'y a pas un management. Moi, j'adore le baby-foot, mais je le fais avec mes potes dans les bars. Mais ça se saurait si c'est ça qui améliore les conditions de travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des événements de convivialité, etc. Mais si vous allez jouer au baby-foot et vous retournez, ou vous avez le sentiment que votre poste de travail n'est pas aménagé pour vous respecter, il ne respecte pas votre intégrité physique, vous pouvez retourner au baby-foot, ça sera la même chose après. Donc non, il faut être sérieux. Et si, plutôt que de vouloir être heureux au travail, il fallait être heureux sans travailler? Je laisse la parole à Georges Moustaki, qui s'exprimait sur la paresse dans Aujourd'hui la vie en 1982. La paresse est un régulateur, je veux dire, qui compense notre hystérie laborieuse et donc répond à des besoins du corps. Oui. Il y a aussi le fait que c'est une idéologie, c'est une proposition philosophique. Si on détermine la paresse comme étant une vertu et non pas un péché véniel ou mortel, on cherche ces aspects positifs, ces aspects créatifs, ces aspects, disons, d'aspiration au bien-être et au bonheur. Au moment où l'Europe industrialisée découvrait le travail industrialisé, c'est-à-dire particulièrement oppressif, Paul Lafargue, à la Chambre des députés, a proposé un droit à la paresse qui rejoint des aspirations qu'on a trouvées par la suite, aussi bien dans les mouvements d'après-guerre, dans les mouvements hippies, dans les mouvements écologistes. C'est le droit à s'amuser un peu dans cette vie et ne pas penser à consommer, à produire exclusivement. Ouais, j'aime beaucoup Georges Moustaki comme artiste, mais c'est une vision un peu vue de côté, quoi. D'ailleurs, il a sûrement beaucoup travaillé lui-même pour produire autant de jolis morceaux et de poésie. Le droit à la paresse, moi j'adore ça, hein, être paresseux, mais ça ne m'empêche pas de travailler. Il y a une vision parfois à gauche du travail qui serait vu que comme un phénomène d'oppression, il le dit, hein. C'est pas du tout concordant avec ce que pensent les travailleurs et les travailleuses. Ce qu'il faut, c'est parler du temps de travail, parler de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, de la reconnaissance au travail, mais il n'y a aucune gauche qui prospérera. Moi, je me suis opposé dans un débat à Madame Rousseau qui m'expliquait que l'objectif était de ne pas travailler pour nombre de gens. C'est pas vrai. Vous avez connu le chômage? Moi, je l'ai connu, le chômage. C'est le sentiment d'inutilité. Vous avez le sentiment d'être laissé de côté. Et donc, l'idée, c'est pas de travailler à outrance, c'est pas que le travail abîme, c'est pas que le travail opprime, mais c'est l'idée que le travail peut émanciper. Et ça, si des forces de gauche oublient cette histoire-là, ils vont laisser les travailleurs aux mains d'autres. Et c'est déjà le cas. On va parler maintenant d'une utopie qui a marqué un conflit social qui a marqué l'histoire et l'imaginaire du travail dans les années 70, qui vous a marqué vous aussi. Un conflit dans lequel la CFDT a joué un rôle majeur. Écoutez parler des anciens ouvriers de l'IP. Pour la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier en France, les travailleurs d'une entreprise se sont payés eux-mêmes. À Besançon, les salariés de l'IP ont touché leur paye du mois de juin intégralement, salaire qu'ils ont prélevé sur le produit de la vente des montres. Cela représente environ 2 millions de francs. Dès 15h30, 900 personnes environ se sont présentées au guichet installé dans les locaux de la direction. Émotion pour les uns, satisfaction pour les autres, l'impression est difficile à saisir. Cela dit, pour tous,
Ce jour est historique. S'ils continuent vraiment à ne plus nous payer, puisqu'ils devaient nous payer les 12 jours, ils ne l'ont pas fait, eh ben on continuera comme ça tant qu'il le faudra, mais on aura notre argent du moment qu'on est présent à l'usine et qu'on travaille. Oh non, avant, j'avais jamais imaginé une chose pareille. Est-ce que ça vous semble illégal ou est-ce que ça vous semble normal? Eh bien non, ça me semble pas illégal, pas du tout. Pourquoi? Du fait que, dans le fond, l'usine, c'est nous, les ouvriers. Nous avons travaillé pour avoir notre paye. Non, nous ne sommes pas des voleurs. D'ailleurs, tout le monde peut venir ici visiter. Il n'y a pas de vol. Il y a justement une lutte très organisée, très populaire. C'est émouvant. Moi, j'avais à peu près 10 ans, enfin un peu moins, et il était hors de question à la maison que quelqu'un ait une montre pour son 10e anniversaire ou autre, qui ne soit pas une LIP. Mais j'ai grandi au moment de ce conflit avec des parents qui animaient des collectifs pour les soutenir, etc. Donc voilà, ça me rappelle ça. Et il se trouve que la montre que je porte, c'est une montre où c'est écrit LIP, et c'est un hasard, on ne l'a pas travaillé ensemble, hein. C'est écrit, on produit, on vend, on se paie. Et justement, est-ce que ça a été un tournant dans l'histoire des luttes syndicales, dans la mesure où ça a quelque part un peu signé la fin des rêves et des utopies concernant le travail? Non, c'est pas la fin des rêves et des utopies, c'est... Moi, c'est un peu cette particularité, j'ai jamais cru au grand soir, j'ai jamais cru, et pourtant je suis un militant toute ma vie, depuis j'ai 14 ans, je continue de l'être différemment. J'ai jamais cru que tout d'un coup on réglerait tous les problèmes. D'abord, c'est une lutte de dignité. C'est fondamental la dignité quand on est de milieu populaire ou de milieu ouvrier, de vouloir être respecté. C'est un vrai beau modèle qui a vécu un petit moment, qui s'est éteint, comme chacun sait, mais qui a quand même montré qu'il y avait une voie, et ça existe cette voie, elle continue. Hein. Aujourd'hui, il y a des coopératives ouvrières, il y a des coopératives, il y a des structurations, des modèles d'entreprise qui sont beaucoup plus démocratiques que le modèle classique. J'y travaille aujourd'hui. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis dans une entreprise mutualiste où il y a une gouvernance qui n'est pas une gouvernance de l'actionnariale, qui est une gouvernance des sociétaires. C'est des modèles, donc un autre modèle d'économie peut exister, et ça a été un peu les prémices. Si vous regardez tous ceux qui se sont battus depuis des années, des décennies, des centaines d'années, etc., pour le droit à la dignité, pour le droit des travailleurs, etc., vous pouvez vous dire, vu aujourd'hui comment ça se passe, finalement, est-ce que tout ça a servi? Mais évidemment que ça a servi. Ça a servi, et que ça reste pour moi un combat emblématique. Laurent Berger, nous allons nous intéresser maintenant à un conflit beaucoup plus récent. Écoutez ces militants syndicalistes s'en prendre à la CFDT en 2020. Enfin, la CFDT, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, mais ça on le savait depuis le début de toute façon. Qu'à partir du moment où il y aurait une petite proposition qui sortirait du mouvement. Il y a un problème d'écoute entre la base et la tête. Et ça, je le regrette, et même certains le ressentent comme une trahison. La détermination n'a jamais été aussi grande. Écoutez, moi, j'ai perdu 40 jours de grève. Il est hors de question que je reprenne le travail. Pourquoi? Pour un faux compromis qui s'apparente plus à une compromission qu'un compromis. Vous savez, quand vous êtes responsable syndical, faut être convaincu sur ses valeurs. Il faut avoir un certain nombre de principes, et puis il faut porter les propositions collectives de la CFDT. Ça m'a jamais fait trembler. On est dans un pays qui accuse de compromission à chaque fois qu'on passe un compromis. Il y a une expression qui accourt chez nous, c'est nos trahisons d'aujourd'hui sont leurs acquis de demain. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, la CFDT est devenue la première organisation syndicale parce qu'on n'a jamais menti aux travailleurs. Parce qu'on ne ment jamais aux travailleurs. Et on ne les emmène jamais dans le mur. On va passer à la dernière archive, celle d'un président avec lequel le courant n'est jamais passé. Il y a eu l'épisode grec. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Un peu avant, le roumain. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Il faut dorénavant ajouter à la liste cette phrase du président de la République prononcée hier au Danemark. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Je crois que les salariés français ils sont productifs, je crois que les réformes sont possibles, mais je crois que pour ça, il faut avoir une volonté de dialogue. Et que la volonté de dialogue, c'est des deux côtés.
Et personne, vous voyez l'archive précédente, c'était la CFDT veut trop discuter, était une traître. Et puis là, personne veut discuter. On a toujours voulu discuter. Moi, j'ai toujours été ouvert à la discussion, à la négociation, au compromis même. Mais il faut que ce soit des deux côtés. Alors c'est le moment pour moi d'arrêter de vous poser des questions. C'est vous qui allez choisir le journaliste qui va vous poser la dernière entre Anne Sinclair, Henri Chapier, Christine Ockrent et Jean-Louis Servan-Schreiber. Anne Sinclair. Votre enfance, ça demeure quelque chose de préservé, où vous étiez un être pur, tout en potentialité. Moi, mon enfance, c'est celle d'un enfant plutôt timide et réservé, un peu le plus fragile de la fratrie. On était 4, dans une famille ouvrière modeste, mais extrêmement aimante. Voilà, il y a une chanson qui dit « Nul ne guérit de son enfance ». Moi, j'ai pas besoin d'en guérir parce que j'ai eu cette chance de grandir dans une famille aimante et une famille engagée. Ma double filiation, elle est cette famille, elle est cet ancrage, cette fierté ouvrière dont j'ai parlé, les piquets de grève, mais aussi les manifs, mais aussi les sorties dans la nature, etc. Mon autre filiation, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on milite et on apprend les uns avec les autres et on progresse les uns avec les autres. Donc voilà, ouais, la pureté, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je crois que ça m'a beaucoup structuré. Merci beaucoup Laurent Berger. Merci à vous.